demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de rester fidèle à Télé 7. Voici le sommaire de ce journal. La paix durable vaut plus qu'une paix éphémère, rappelle Martin Kobler. Le patron de la MONUSCO insiste sur la nécessité d'un accord politique à Kampala entre le gouvernement et le M23. Pendant ce temps, la situation humanitaire sur le terrain demeure préoccupante. Les humanitaires sont à la recherche de l'aide pour venir en aide à plus de 50 000 familles constituées de déplacés internes qui passent la nuit à la Belle Étoile et surtout dans des conditions infrahumaines. Un autre titre qui fait l'actualité ce mercredi, c'est cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa. Outre les inondations, les dégâts matériels sont énormes. Les murs des clôtures du complexe scolaire Mokengeli à Lemba, vous allez le suivre dans ce journal, sont écroulés alors que les arbres qui abritent ceux qui fréquentent les débuts des boissons situés en face de la foire forment à l'heure actuelle un immense temps de ruines. Dieu merci, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Enfin, la loi est dure, mais c'est la loi, dit un vieux dicton cher aux juristes. Les constructions anarchiques érigées au bord de l'université pédagogique nationale ont été descendues ce mercredi sur ordre de l'hôtel des villes de Kinshasa. Les propriétaires n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ils sont en infraction, estiment les témoins trouvés sur le lieu. Les détails dans quelques instants. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir, le chef de l'État congolais Joseph Kabila vient de fouler le sol de Kisangani, chef-lieu de la province orientale. Le chef de l'État, à sa descente d'avion, a été accueilli et salué par le numéro 1 de cette province, le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. L'agenda du président Joseph Kabila dans ce coin de la RDC n'est pas encore révélé, mais ce qui est vrai, il aura beaucoup de choses à faire. Le détail dans cette correspondance de Monul Febosso. Il était 17h25 quand le Boeing présidentiel a atterri à l'aéroport international de Wangoka. Au bas de la passerelle, il y avait le gouverneur de la province qui l'a accueilli. Et ensuite, le chef de l'État a salué les notabilités de la contrée. Puis, il s'est entretenu avec le gouverneur de la province orientale pendant plus d'une demi-heure dans les salons officiels. Ensuite, le chef de l'État a eu droit au bain de foule parce qu'il y a eu une masse de population qui a fait le déplacement de l'aéroport de Bangoka, situé à 7 km du centre-ville. Et là, le chef de l'État a salué tout ce monde-là. Et ensuite, les cortèges s'est dirigé au centre-ville. Donc, le programme du chef de l'État n'est pas jusqu'à présent pour lui. On ne sait pas combien de jours il sera à Kisangani. Le contact est public, mais nous croyons que c'est dans le cadre normal, en tant que président de la République, d'être partout dans le coin du pays. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons vous dire jusqu'à présent. Et nous, les détails vous seront communiqués dans les éditions prochaines quand nous serons en mesure de vous dire de quoi il est venu faire ici à Kisangani. Voilà.
Je le disais dans les titres, les activités étaient quasiment perturbées cet avant-midi sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur la capitale aura laissé derrière elle des impacts terribles, des maisons écroulées, des murs cassés, mais aussi des arbres qui n'ont pas résisté aux coups de vent violents qui ont tout emporté sur le passage. À Lemba, par exemple, le complexe scolaire Mokengeli a subi un sacré coup alors que des inondations sont signalées ça et là. C'est un constat fait par Jemima Mogo et Dieu merci Sueka. Le vent est passé, mais il a laissé des traces dont les empreintes sont difficiles à effacer. Ni les murs du complexe scolaire Mokengeli, ni les toits de cette salle de fête, moins encore, ces arbres n'ont résisté à la force de la nature. Une véritable catastrophe, estime cet homme. La pluie de 17 heures, c'était une pluie diluvienne qui était venue avec un vent violent. C'est comme la pluie, c'est ce que nous vivons en Philippines. Vraiment un vent violent qui a fait tomber des murs, qui a emporté des tôles. Vraiment, on ne sait pas que dire. Vraiment, c'est un problème terrible. Ce que nous avions ici, on a pu récupérer quelque chose qu'on a pu amener à la maison. Mais en tout cas, c'est terrible. Véritable coup dur pour les propriétaires de ces dépôts de boissons. Ces arbres aujourd'hui en ruine abritaient il y a quelques jours leurs clients et leur donnaient la possibilité de se mettre loin des regards discrets. Peu partout à travers la ville, des dégâts sont signalés. Ironie du sort, c'est le jour que l'hôtel de ville de Kinshasa a choisi pour démolir les constructions anarchiques érigées au bord immédiat de l'Université pédagogique nationale. Maisons de commerce et d'autres bâtisses qui squattaient hier le campus ont été descendus par les engins dépêchés très tôt ce mercredi par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ainsi que vous allez le voir dans ces images, leurs propriétaires ont bien des raisons de faire le deuil. Mariam Broya et Jean Lumossi. Voilà ce qui reste des magasins appartenant au sujet indo-pakistanais construit il y a quelques mois seulement. Ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive trouvent son dénouement ce jour. Les étudiants et la population sont soulagés après la démolition de toute construction dite anarchique. Cet étudiant résident au Home a vécu toute la scène. Nos autorités peuvent accepter ces histoires ici au sein de l'université. Donc, nous sommes des étudiants, ce sont les espaces on appelle Saint-Valentin comme ça pour voir les Nantes et tout qu'on sort. Les riverains se disent satisfaits et saluent la décision du gouvernement. Jamais les étrangers ne peuvent faire ce qu'ils veulent en République démocratique du Congo. On a démoli car c'est une saleté devant l'université. Nous sommes contents pour ces démolitions, mais nous regrettons par contre car c'est le long de la route et aussi de l'université. Ce maçon est témoin du mécontentement des étudiants qui s'étaient farouchement opposés dès le début des travaux. Les étudiants ont revendiqué pour ces espaces qui les servent de revoir leurs notes. Il s'agit ici d'un contrat de 10 ans signé entre les autorités académiques de l'UPN et les Libanais, expliquent les victimes. Ceux-ci ont promis de remettre l'ouvrage à l'UPN après les 10 ans de bail. Les occupants des autres magasins ont choisi de mettre leurs affaires à l'abri en attendant leur tour. Visiblement déterminés, les équipes dépêchées par l'hôtel de ville ne sont prêtes à s'arrêter en si bon chemin. On en revient à la politique à présent. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies rappelle que le gouvernement et le M23 sont obligés de parvenir à un accord politique pour plus de garanties d'une paix durable à l'est du pays. Martin Kobler a également précisé que les différentes visites auprès des responsables de la classe politique congolaise s'inscrivent dans le cadre des efforts que mène la MONUSCO pour la promotion de la paix et l'implication de tous les acteurs dans la recherche d'une solution politique à la crise congolaise. Ce point ont figuré en bonne place lors de la vidéoconférence de la MONUSCO de ce mercredi à son quartier général de Gombe. Doudou Ndombe Moseka, Mariam Boya et Blanche Kandol. Devant les professionnels des médias habitués à prendre part à ces face-à-face avec les responsables de la MONUSCO, Martin Kobler réaffirme sans ambiguïté son soutien à l'option politique comme solution à la crise de l'Est.
Fort des éléments de terrain qu'il détient, l'émissaire de l'ONU à Kinshasa estime qu'une paix durable vaut plus qu'une paix temporaire. Un véritable avertissement pour les gouvernements congolais. Et maintenant, on a la chance unique de créer une situation où vous avez, avec la réinsertion, ou avec le désarmement, avec la démobilisation, maintenant avec l'assistance de la communauté internationale, de créer ici, dans ce territoire torturé, une situation irréversible pour la paix durable. Ce n'est pas seulement ce que nous cherchons tous nous ensemble, une paix pour un mois, une paix pour une année. Non, c'est la paix durable et l'irréversibilité de la situation. Au sujet de ces différentes rencontres avec les responsables des différentes formations politiques du pays, Martin Kobler précise que ces contacts sont à mettre dans le compte des efforts que fournit la MONUSCO dans le cadre de son mandat pour promouvoir la paix en RDC. L'opposition, c'est pas seulement au Congo, c'est partout dans le monde. Je viens dans l'Allemagne. On a aussi des différences d'opinion entre les partis politiques, c'est la démocratie. Et c'est notre tâche aussi d'avoir des relations avec tout le monde. Pour moi, aujourd'hui, c'est mon 100e jour ici au Congo. Pour moi, c'était mon premier contact approfondi avec l'opposition. C'est aussi pour nous, pour moi, très important, après 2-3 mois, de connaître leur vue, leur programme, et ce qu'ils pensent sur la situation politique, économique et sociale dans le pays. Merci. Sur les plans humanitaires, la situation est moins reluisante dans les territoires des Rutshuru. Plus de 50 000 déplacés vivent dans des conditions difficiles et précaires. Ils ont en toute urgence besoin de l'aide et de l'assistance en vivres. Vous le savez peut-être déjà, le monde célèbre ce mercredi 20 novembre la journée internationale des droits de l'enfant. Depuis Goma, où se trouve présentement en visite officielle, la représentante spéciale des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés sollicite l'implication de toutes les parties au conflit pour le retour au pays des enfants associés au M23 se trouvant actuellement au Rwanda. Leila Zerogui l'a elle aussi dit au cours de la vidéoconférence de la MONUSCO ce mercredi à son quartier général de Gombe. Ces propos ont été recueillis pour vous par Mariam Boyer-Blanchard-Kandelo. Les enfants de Nord Kivu, plus de cas de go, plus de violences sexuelles. C'est aussi un grand jour qu'aujourd'hui le procès pour les violences de Minova s'ouvre le 20 novembre, cette journée-là. Il y a aussi parmi les victimes des enfants. Nous avons l'UNICEF ici parce que ce n'est pas seulement de sortir les enfants des groupes armés, c'est faire cesser les violations, sortir les enfants, mais après il faut les réintégrer, il faut les ramener dans leur famille. À quelques jours de l'échéance fixée par la Constitution, le gouvernement a finalement bouclé le projet de loi des finances pour l'exercice 2014. La progression des recettes n'est que de 4,9%. Le projet de budget de l'exercice 2014 fixé en équilibre à 7 611,8 milliards de francs congolais contre 7 259,1 milliards de francs congolais. L'exercice précédent n'a pas fait un réel bond, plombé par une absence de programme formel avec le Fonds monétaire international. Les progressions enregistrées jusque-là viennent de subir un coup de frein. Pourtant, ces capacités de mobilisation de recettes devraient correspondre aux vœux exprimés par le président de la République dans son dernier discours prononcé devant le Parlement réuni en congrès. Apparemment, il y a encore du chemin à parcourir pour y arriver. Commentaire de la rédaction avec Thierry Kassongo-Mouyumba. Le gouvernement vient de répondre aux inquiétudes des Congolais sur le budget de l'État pour l'exercice 2014. Le premier à donner de la voix fut le député majorité présidentielle Henri Thomas Lokondo. Dans une motion incidentielle, l'élu de Bandaka ne s'était pas empêché d'interpeller le gouvernement sur les conséquences qui pourront résulter du dépôt en retard du budget de l'État au Parlement. Le gouvernement a finalement bouclé le projet de loi de finances pour l'exercice 2014. Il a été adopté lundi dernier en Conseil de ministres présidé par le chef de l'État.
Adopté pour la deuxième fois en Conseil de ministres, le projet de budget 2014 renferme des espoirs de tout un peuple. Les attentes sont telles que si les sociales ne trouvent pas des réponses, les déceptions seront à la hauteur des espoirs suscités. Après avoir aligné des performances en termes de maîtrise du cadre macroéconomique, le gouvernement espère atteindre en 2014 une croissance économique de l'ordre de 8,7%. En même temps, elle affiche de belles ambitions en termes de taux d'inflation et de taux de change. Le budget 2014 est adopté en équilibre de dépenses et recettes à 7 611 008 francs congolais, soit un accroissement de 4,9% par rapport au budget en cours. Peut-on lire dans le compte-rendu du tout dernier Conseil de ministres? À ces rythmes, on est loin de réaliser le chiffre prédit par le Premier ministre lors de la présentation de son programme d'investiture devant l'Assemblée nationale en mai 2012. L'on se rappelle que sur la période 2012-2016, le Premier ministre visait de recettes cumulées de l'ordre de 48 milliards de dollars américains. Dans ces conditions, le gouvernement parviendra-t-il à atteindre cet objectif? Difficile à prédire pour l'instant. C'est dire que le chemin à parcourir pour planter les bases de l'émergence de l'économie congolaise est encore long et pénible. Il appelle notamment à une nette progression de la capacité de mobilisation de recettes inscrite dans le budget de l'État. Toujours est-il que pour l'exercice 2014, le rythme d'accroissement des recettes budgétaires vient de subir un coup de frein. Les recettes prévues dans le projet de budget 2014 ont progressé d'à peine 5%. Est-ce le signe d'un essoufflement au niveau de la machine de mobilisation de recettes publiques? C'est fort probable. Les régies financières auraient-elles atteint leurs limites? Toutes ces questions appellent inévitablement au redoublement d'efforts en vue d'impliquer tous les services impliqués dans la mobilisation de recettes publiques, notamment les régies financières et les services mobilisateurs de recettes. Sous la pluie battante, le Premier ministre a accordé des audiences aux ministres africains qui ont participé à la conférence du CAFRAD et au ministre provincial de l'agriculture du Katanga. La RDC enregistre de progrès dans les domaines de l'énergie et de développement durable. Les détails dans ce reportage signé Doudou Ndome Moseka. Les ministres africains, contents des échanges qu'ils qualifient de haut niveau qu'ils ont eu pendant la première rencontre de leur organisation, viennent faire part au Premier ministre congolais. La RDC est sur la bonne voie et devrait connaître l'émergence à court terme. Nous félicitons une fois de plus de la situation positive, du fait que la République démocratique du Congo est en train de revenir progressivement et en bien sur la scène africaine. Et je dois dire que pour vous qui êtes Congolais, que l'Afrique attend le Congo. Matata Ponyo a également conféré avec Barthélemy Mumba au sujet de la campagne agricole 2013-2014. Le ministre provincial du Katanga se félicite du soutien que la province obtient du gouvernement central pour la mise en œuvre de la politique agricole. Le Katanga se transforme peu à peu d'une province minière à une province agricole. Nous avons prévu dans notre programme de cultiver sur une superficie de 25 000 hectares pour une production de 80 000 tonnes de maïs. C'est peu par rapport aux besoins du Katanga qui est situé à 2 millions de tonnes de maïs, mais c'est mieux que zéro. Donc de zéro, nous allons passer à 80 000 tonnes de maïs sur une superficie de 25 000 hectares. Et je peux vous dire que grâce à ce programme, il y a beaucoup de fermes qui étaient abandonnées aujourd'hui qui sont recouvertes du maïs. Selon Barthélemy Mumba, tout est question de vision et de leadership. Il souhaite cependant que la vision perdure pour le développement économique de la RDC. C'est dans ce contexte que le directeur général des impôts a invité les contribuables titulaires des entreprises de taille moyenne relevant de la gestion des centres des impôts et des sièges modélisés et de moderniser des directions provinciales des impôts de s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard 20 novembre prochain.
l'échéance du 10e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2014, revenu en 2013, prend fin le 30 novembre prochain. Cette mise en demeure a été faite par le directeur général de la DGI au cours d'un point de presse animé à l'hôtel des impôts à Gombe. Dieudonné Lokadi, de propos recueillis par Nadine Laing et Pati Alouma. La base des calculs, c'est la déclaration que le contribuable a souscrite au 31 mars de cette année, mais à cela s'ajoutent les suppléments éventuels que l'administration a eu à mettre à sa charge, même si le contribuable a eu à contester ces suppléments, mais ces suppléments doivent servir au calcul, en fait, à la base des calculs du deuxième acompte provisionnel. Particulièrement pour l'année en cours, l'échéance tombe un samedi, parce que le 30 novembre, c'est un samedi. Et c'est pour cela que nous invitons tous les contribuables à prendre les dispositions nécessaires pour que, au plus tard, le vendredi 29 novembre, ils puissent s'acquitter de leurs obligations, de manière à permettre aux banques commerciales qui reçoivent le paiement de pouvoir les transférer à la Banque centrale et que la prise en charge puisse être effective au plus tard le 30 novembre. Donc, on les invite à pouvoir payer au plus tard le 29 pour que leur paiement soit pris en compte au plus tard le 30 novembre. Joseph Kabila a inauguré mardi le nouveau bâtiment qui abritera désormais le siège de l'Office de gestion du fret multimodal. L'imposant immeuble à plusieurs niveaux est situé sur l'avenue TCF à Gombe en face du ministère du Budget. Construit sur fonds propres, cet ouvrage marque un saut spécial. Le passage de Anatole Kiko à la tête de cette entreprise publique. Nadine Laing et Pati Alouma. Ce peut être la fin du calvaire pour les agents et cadres de l'OGEFREM. Après tant d'années d'errance, ils peuvent désormais aménager dans leurs propres installations. L'OGEFREM a son siège à lui, l'imposant immeuble abritera ses différents services. Ce bâtiment ultramoderne est une fierté pour Anatole Kikwa, qui doit être en ces jours l'homme le plus heureux parce qu'il aura eu la chance de réaliser ce que personne d'autre n'a fait avant lui. Modeste, le directeur général ad intérim de l'OGEFREM dit avoir matérialisé la vision du chef de l'État. Cet édifice, comme d'autres réalisations entreprises sur le territoire national, atteste que la révolution de la modernité n'est pas un slogan creux, mais une réalité vivante dont nous sommes appropriés. Par cette inauguration, l'Office vient de mettre fin à l'état chronique et humiliant des locataires qui a mené à décaisser l'enseignement des sommes importantes. Le ministre de Transport et Voies de Communication et beaucoup de responsables des institutions du pays, dont le président de la République, ne manquent pas de saluer l'action de l'actuel DG de l'OGEFREM qui vient de changer l'histoire de cette entreprise publique. En présence de 2 présidents de 2 chambres du Parlement, du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, Joseph Kabila Kabange inaugure ce building et félicite les comités de gestion dirigés par Anatole Kikwa pour ce travail visiblement bien fait. Les différentes préoccupations de la jeunesse de la ville de Kinshasa seront bientôt prises en compte par l'exécutif provincial de la capitale. Les ministres de la jeunesse Godard Motemona, qui a travaillé avec leurs représentants avec la collaboration du PNUD, rassurent que leur cahier de charges sera bientôt transmis à l'Assemblée provinciale, autorité budgétaire, pour qu'il soit inséré lors de l'examen du budget de la ville de Kinshasa. Il a dit à l'issue d'un atelier organisé par les PNUD à ce sujet au restaurant Le Resto à Gombe. Thierry Kassamomoyumba, Dieu merci Sueka. Cette démarche du Conseil provincial de la jeunesse s'inscrit au prescrit de la Constitution de la République démocratique du Congo à son article 42 qui stipule que les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, son éducation et à son développement. C'est dans ce cadre que cette structure d'encadrement des jeunes présente ce cahier de charges qui reprend les besoins prioritaires des jeunes de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes dans une période à laquelle le gouvernement provincial est en train de préparer son budget pour l'année 2014.
Voilà pourquoi nous allons profiter de ce cadre de concertation pour présenter nos besoins prioritaires afin que ces besoins puissent être intégrés dans le programme d'action prioritaire du gouvernement provincial pour l'année 2014. Le gouvernement provincial de Kinshasa précise que ce cahier de charges sera bientôt transmis aux autorités compétentes pour son adoption. Au niveau du conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa pour examen et ensuite par le biais de mon collègue du plan, nous allons les transmettre à l'autorité budgétaire pour adoption. Les législateurs saluent l'initiative des jeunes et pensent qu'il faut les impliquer dans toutes les questions qui les concernent. Nous, à notre niveau, autorité budgétaire au niveau de l'Assemblée provinciale, nous puissions intégrer ces besoins de la jeunesse dans le budget 2014. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes des jeunes si les jeunes eux-mêmes ne sont pas impliqués. Les jeunes voudraient voir ce cahier de charges intégré et pris en compte dans le programme d'action prioritaire et budgétaire 2014 du gouvernement provincial de Kinshasa. Dans la banlieue de la capitale, les érosions menacent et le ruissellement des eaux de la pluie provoque le dénivellement de trains. Plusieurs habitations ont été emportées dans ces trous béants que vous allez voir dans ces images. Le cas du quartier Nguina en Sélé n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans ce coin. Ici, plusieurs habitations ne tiennent plus qu'à un fil. Le propriétaire exhorte le pouvoir public à leur venir à aide. C'était un constat de Jemima Mogo. À première vue, on ne s'en rend pas compte de la gravité de la situation. Au fur et à mesure que l'on s'approche de plus près, on s'aperçoit de l'ampleur de l'œuvre destructrice de la pluie, ici, au quartier Nguina. Au fil du temps, cette érosion a emporté plusieurs. On ne sait plus combien exactement. Autrefois, une route traversait ce quartier, mais aujourd'hui, ce dernier ressemble plutôt à deux rives opposées. Impuissants, les habitants de ce quartier vivent cette situation qui ne cesse de les endeuiller. Ils trouvent quand même la force de crier leur désarroi. Ma maison est sur le point de disparaître, s'inquiète cette femme. Nous en remettons aux autorités urbaines pour qu'elles trouvent vite une solution à notre situation, supplie-t-elle. Cette érosion est à la base de notre misère. Cette érosion va, si rien n'est fait, faire disparaître tout le quartier Nguina. Monsieur le gouverneur, venez voir de vos propres yeux ce que vivent les administrés de cette partie de la capitale. Un peu plus loin, c'est le même décor. Cet homme a récemment perdu sa maison. Il essaye désespérément de s'accrocher à ce qui reste de sa maison. Telle une épée de Damoclès, cette érosion se dresse sur quelques maisons qui tiennent encore le coup. Avec cette saison de pluie, la population de Nguina est loin de vivre en toute quiétude, quand bien même ses enfants prennent du plaisir à jouer dans ce ravin sans se soucier du moindre danger. Et Jemima Mogo revient dans ce journal pour vous faire la sélection et vous commente la revue de presse. Plusieurs sujets dominent l'actualité dans les journaux parus ce mercredi 20 novembre à Kinshasa. Après la ronde de Kobler chez Minaku et Kengo, le phare indique que Kampala demeure dans une angoissante attente d'une signature entre le gouvernement et le M23 pour mettre un terme au pourparlers. En dépit de la ferme volonté de Kinshasa d'attendre du M23 la signature de la déclaration de reddition en guise d'atterrissage des négociations de Kampala, la communauté internationale ne cesse d'insister chaque jour sur la conclusion d'un accord de paix. Pas plus tard que le week-end dernier, Martin Kobler l'a répété à l'envie, à l'intention de plusieurs personnalités, notamment l'abbé Apollinaire Malumalu, Obem Minaku et Léon Kengo Adondo. On n'en sait plus désormais sur le soutien du président ougandais au M23. Le palmarès écrit Museveni passe aux aveux. Le quotidien renseigne que le gouvernement ougandais a fini par avouer que le chef militaire de rebelle du M23, Sulutani Makenga, défait militairement au début du mois par les FARDC, se trouve désormais sous la protection
protection de l'armée ougandaise. Plus loin encore, l'avenir écrit en sa manchette « Kinshasa l'emporte ». Selon le tabloïd, cette semaine reste décisive. Une semaine de tous les enjeux pour le médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni, qui doit tout faire pour laver sa face et chercher à sortir dignement de ces pourparlers qui n'ont que trop duré, lui qui est accusé par le gouvernement de la République, les experts des Nations Unies et certaines ONG internationales de soutenir le rebelle du M23. Entre-temps, l'observateur souhaite que le Parlement débatte sur les 11 points qui fâchent sur l'accord à signer pour les partis, entre autres les documents ayant trait à la réinsertion qui a pour soubassement l'amnistie, l'intégration et la mutation du mouvement rebelle en parti politique et j'en passe. Pour boucler cette revue de presse, le potentiel parle lui d'une faible progression des recettes budgétaires sur le projet de loi des finances 2014. À quelques jours de l'échéance fixée par la Constitution, le gouvernement a finalement bouclé le projet de loi des finances pour l'exercice 2014. La progression des recettes n'est que de 4,9%, renchérit le confrère. Pourtant, les capacités de mobilisation des recettes devraient rejoindre le vœu exprimé par le président de la République dans son discours prononcé devant le Parlement réuni en congrès. Apparemment, il y a encore du chemin à parcourir pour y arriver, conclut le journal. Eh bien, Placide Carmel Kanza, c'est tout pour ce soir. Merci Jemima Mogo pour cette revue de presse et ce sera la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et retrouvez très prochainement Jemima Mogo pour la nouvelle édition du journal sur la télé républicaine. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.